Bonjour, aujourd'hui, sur Math en tête, un épisode qui fait écho à une remarque d'un auditeur assidu, Alf de Melmac. Salut à toi. Auditeur qui, lors d'un échange où on évoquait la fameuse expression « la nature a horreur du vide », m'a suggéré qu'il y avait un truc à creuser sur le vide. Bah c'est vrai ça, le vide. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut le quantifier? Comment chiffrer le rien? Est-ce qu'on peut mesurer ce qui n'existe pas? La nature a vraiment horreur du vide, hein? Eh ben, peut-être pas tant que ça. En maths, on parle d'ensemble vide comme d'un ensemble ne contenant aucun élément. En physique, on considère le vide comme l'état d'un gaz caractérisé par une pression ou une densité inférieure à celle de la pression atmosphérique. On fait alors face à un domaine mesurable, en réalité, très large, avec énormément d'ordre de grandeur. Bon, en gros, le vide au sens classique n'est pas vide. Même quand on a supprimé toute la matière et le rayonnement thermique d'une partie de l'espace, le vide de la physique contient encore des champs électromagnétiques, des particules fugaces et possède une certaine énergie. Le néant, stricto sensu, n'existe pas véritablement. Le vide absolu, c'est un milieu statistiquement sans particules élémentaires. Et la qualité de ce vide est alors définie par la pression des résiduels. Généralement, ça s'exprime en pascal, en millibars ou en torr. Nous, comme définition du vide approximatif, on partira sur un espace dans lequel les éléments sont fortement raréfiés. On va se contenter de ça, hein. On parlera donc simplement de vide au sens large, au sens grossier du terme. Et ça va nous suffire. Commençons naïvement par jeter un coup d'œil à un vide pragmatique, à un vide à notre échelle, le vide géographique. Bon, ça n'est peut-être pas très scientifique comme manière d'aborder les choses, mais il faut bien partir de quelque part, hein. Là, on est plutôt sur un vide ressenti. Alors, est-ce qu'on peut quantifier les endroits déserts? À l'heure actuelle, quand on parle de surpopulation, on pense aux ressources mondiales, que l'humanité gère plutôt mal, soyons honnêtes, hein. Mais ici, restons purement factuels et parlons nombre d'habitants et densité de population. Eh ben, les contrastes sont vertigineux. La perception du vide se débat avec la réalité du vide. On parle souvent de territoires vides, comme le Sahara, la Sibérie, le Groenland, mais ils ne sont pas totalement déserts, hein, juste peu denses. Finalement, ça recoupe un peu la définition physique. Et à l'inverse, des villes comme Tokyo ou Mumbai donnent l'impression d'être pleines à craquer, mais elles ne représentent qu'une infime partie, un infime pourcentage de la surface terrestre. La densité moyenne mondiale est d'environ 60 habitants au kilomètre carré. Mais ce chiffre est trompeur. C'est une illusion car la population est extrêmement concentrée. Paris intramuros, 20 000 habitants au kilomètre carré. La Mongolie, 2 habitants au kilomètre carré. L'Antarctique, 0,0001 habitants au kilomètre carré. 200 millions de fois moins dense qu'à Paris. À quel point la Terre est vide? Environ 57% de la surface terrestre est inhabitée ou très faiblement peuplée. La moitié de la population mondiale vit sur 1% de la surface terrestre. Un ratio parlant, tiens. Si la population mondiale était répartie aussi densément que Paris, donc 20 000 habitants au kilomètre carré, eh ben toute la population de l'humanité tiendrait dans un pays comme l'Espagne. Et la France métropolitaine n'est pas en reste, hein. Elle fait 550 000 km², mais seulement 1% de sa population vit sur 50% du territoire. Si la densité humaine était celle de Paris, partout sur la Terre, on aurait 1500 milliards d'habitants. A l'inverse, si la densité de la Terre était celle de la Mongolie, vous vous souvenez, 2 habitants au kilomètre carré, eh ben, il n'y aurait que 15 millions d'habitants sur la planète, soit l'équivalent de la seule région Île-de-France. Donc vous l'aurez compris, le vide géographique ici, il est tout relatif. C'est comme si le vide faisait ressortir des grappes de plein, au même titre que l'ombre fait ressortir la lumière. Prenons de la hauteur. Si on élargit à l'univers, eh ben c'est pire. Encore une fois, on parle de vide au sens commun, pas au sens strict. Le vide interstellaire contient environ 1 atome par mètre cube, tandis que l'air que nous respirons en contient 10 puissance 25 par mètre cube. Ah, quand même, hein.
L'espace, c'est un vide si gigantesque qu'il défie l'imagination. Un océan de rien. Essayons tout de même de quantifier. La Lune est à 384 000 km de nous. Si la Terre était une orange, la Lune, ce serait une bille de la taille d'un petit pois, à 11 mètres de distance. Continuons les comparaisons douteuses. Si la Terre et Mars étaient 2 balles de ping-pong, séparées de 10 cm, alors Jupiter serait à 5 mètres et Pluton à plus de 40 mètres. Analogie du vide pour cerveau en mal de repère. Imaginez le Soleil comme un ballon de basket. Alors l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière, ce serait un autre ballon de basket, mais situé à 7000 km de distance. Un proton fait 10 puissance moins 15 mètres et une galaxie 10 puissance 21 mètres. Ainsi, le proton est à la galaxie ce que la fourmi est à l'univers tout entier. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de diamètre. Énorme ? Oui, sauf qu'elle est séparée de sa voisine Andromède par 2,5 millions d'années-lumière. L'espace, c'est un vide quasi absolu, mais il est structuré par quelques grains de matière qui donnent du sens à cet immense néant. L'univers observable, un vide qui dépasse tout. Il contient 2000 milliards de galaxies, mais elles sont perdues dans un vide qui représente 99,9% du volume de l'univers. Après, le vide est-il vraiment vide ? Tout ça n'est pas si simple, car même dans ce vide, il semble y avoir quelque chose. Les astronomes parlent de matière noire, un vide qui pèse lourd. En effet, ces derniers ont remarqué que les galaxies tournent trop vite pour que leur seule matière visible suffise à expliquer leur mouvement. Il manque de la masse, et cette masse invisible, c'est la matière noire, qui représenterait 27% de la masse de l'univers quand même. Pourtant, elle n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit aucune lumière. Elle est littéralement invisible. La matière noire serait l'infrastructure cachée qui façonne l'univers. Et le vide aurait également une force, l'énergie sombre, qui représenterait près de 70% du contenu total de l'univers. Et si finalement ce qu'on appelait vide, c'était en fait l'ingrédient principal de l'univers ? Bon, on va un peu trop loin là. Redescendons de quelques étages et concentrons-nous sur le petit. Bon, zoom avant, encore. Observons la matière. Surprise, la matière elle-même est surtout constituée de vide. Décidément, ce qu'on appelle matière est en réalité un assemblage de particules microscopiques séparées par un vide gigantesque. Un atome, c'est 99,9% de vide. Si un atome faisait la taille d'un stade de foot, le noyau, ce serait un grain de riz au centre, et les électrons, des poussières flottant à l'extérieur. Le noyau d'un atome représente 1/1000 du volume total de l'atome. Mais pratiquement toute sa masse, il est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même, et les électrons gravitent à des distances énormes par rapport à lui. Imaginez si on pouvait supprimer tout le vide des atomes qui nous composent, nous, les humains, si ça se trouve, toute l'humanité tiendrait dans un dé à coudre. Ce qui donne l'illusion de la matière solide et empêche les atomes de s'effondrer les uns sur les autres, c'est l'interaction électromagnétique. Les électrons chargés négativement repoussent les autres électrons. C'est ce qui donne l'impression de solidité. Mais comme dans l'infiniment grand, on pourrait croire que le vide de l'infiniment petit est une absence totale de tout. Mais en physique quantique, ce vide est en fait rempli d'énergie et d'activité. Donc même ce qu'on considère comme solide est en fait du vide stabilisé, du vide organisé. La matière, c'est un peu comme une gigantesque toile d'araignée tissée sur du vide. La nature a horreur du vide. L'expression viendrait d'Aristote, qui pensait que le vide était impossible à concevoir dans la nature, cette dernière cherchant à combler cette aberration. Cette idée a longtemps influencé la physique et la philosophie. On croyait que l'air ou l'éther remplissait forcément tout l'espace disponible. Pascal a contredit tout ça avec ses expériences sur la pression atmosphérique.
Et la physique moderne nous prouve que le vide est omniprésent. Résumons la situation. L'espace vide permet le mouvement. Sans vide, pas d'orbite planétaire, pas de dynamique cosmique. Le vide atomique permet la cohésion de la matière. Sans cet espace interne, les atomes ne pourraient pas interagir. Le vide quantique est à l'origine de la matière. Les fluctuations du vide peuvent donner naissance à des particules. Alors, le vide n'est-il pas l'état le plus naturel de l'univers finalement ? Plus qu'une absence, ce serait un cadre. Et après tout, un texte sans espace entre les mots serait illisible. Une mélodie sans silence, ce ne serait que du bruit sans intérêt. Un tableau sans arrière-plan, ce serait un chaos de couleurs. De la même manière, le vide n'est pas un défaut, c'est ce qui structure l'univers. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression que le vide est anormal ? Si la nature n'a pas horreur du vide, pourquoi nous, humains, avons tant de mal à l'accepter ? Notre cerveau déteste le vide. On cherche toujours à combler un silence, à meubler un espace inoccupé, à remplir du temps libre. Peut-être parce que nous associons naturellement le vide à la mort. Les civilisations humaines ont une obsession du plein. Ville dense, stockage, consommation. Nous avons une peur instinctive du vide, alors que la nature, elle, s'en accommode très bien en fait. Finalement, ce n'est pas la nature qui a horreur du vide, c'est nous. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura rempli, éclairé et plu. Si vous l'avez apprécié, sachez que j'ai toujours besoin de vous pour parler du podcast autour de vous, pour faire marcher le bouche à oreille cosmique, pour que l'émission sorte de sa bulle quantique et arrive aux oreilles d'autres auditeurs perdus dans l'immensité de l'univers du podcast et de la vulgarisation. Et les notes et les évaluations sur les applications d'écoute jouent également un rôle prépondérant dans le développement de ces émissions. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Si jamais vous rejoignez l'aventure, une centaine d'autres épisodes n'attendent que vous. Bonne écoute et à très vite.